On passe maintenant au cours des myorelaxants. On commence par un rappel anatomo-physiologique de la jonction neuromusculaire. À l'arrivée du potentiel d'action au niveau des fibres terminales de la plaque motrice, une entrée du calcium et une libération de l'acétylcholine ont lieu. Je vais vous montrer sur le schéma. Ça va être plus clair. Donc, قلنا هنايا هذه عندنا la fibre présynaptique ou la fibre postsynaptique. Donc, à l'arrivée du potentiel d'action, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la fibre terminale présynaptique? Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'entrée le calcium. Le calcium, il entre la fibre terminale. Qui entre le calcium, il libère l'acétylcholine. Donc, après l'acétylcholine, diffuse alors à travers l'espace synaptique et atteint le récepteur nicotinique localisé sur la plaque motrice. Donc, on a l'acétylcholine, elle va être libérée. En bas de elle va agir sur les récepteurs nicotiniques. Le récepteur nicotinique. L'interaction acétylcholine-récepteur nicotinique entraîne une modification de la perméabilité de la plaque motrice et une augmentation en sodium et en potassium. Donc, on a l'acétylcholine qui تخرج من la fibre présynaptique, تخرج les synapses. Donc, تروح تثبت على les récepteurs ou qu'est-ce qu'elle va provoquer? Provoquer une entrée du sodium. Donc, le mouvement du sodium se fait du milieu extracellulaire vers la cellule, entraînant une dépolarisation de la membrane cellulaire. C'est le potentiel de la plaque motrice. Cette entrée de sodium est suivie d'une sortie de potassium. Donc, l'NA, قلنا كي تدخل ال Na+, هنا le mouvement يسرى من le milieu extracellulaire le milieu cellulaire, intracellulaire. Donc, on a entrée du sodium. Qui est le sodium, il va provoquer une dépolarisation membranaire et du coup, on aura le potentiel d'action. Donc, qui est le potassium, donc il sera suivi par une sortie du potassium. Donc, sodium يدخل et le potassium يخرج. Voilà. Si le potentiel de la plaque motrice est grand, la membrane musculaire est dépolarisée et l'influx est prolongé à l'ensemble des fibres musculaires. L'acétylcholine, au niveau de la place motrice, disparaît sur le double effet d'une diffusion et d'une destruction enzymatique par l'acétylcholine estérase. Donc, dans le cas où le potentiel de la plaque motrice est كبير بزاف. La membrane تكون dépolarisée. Donc, l'influx est propagé sur l'ensemble des fibres musculaires. Qu'est-ce que c'est l'acétylcholine? L'acétylcholine qui est présent au niveau de la plaque motrice va disparaître sous le grand effet. Et on aura une diffusion et une destruction enzymatique de l'acétylcholine. Le blocage de la jonction neuromusculaire peut avoir lieu grâce à deux mécanismes. Premièrement, blocage pharmacologique de l'agoniste acétylcholine par un antagoniste comme le curare et blocage de la transmission par un excès d'agonistes dépolarisants comme la succinylcholine. Donc, le blocage de la jonction neuromusculaire il peut être par deux mécanismes. La jonction neuromusculaire, elle peut être bloquée par deux mécanismes. Premièrement, un blocage pharmacologique. Donc, le blocage pharmacologique, on va bloquer
pharmacologiquement par un antagoniste, genre le contraire de l'acétylcholine, qui m'a par exemple le curare. On a un blocage de la transmission par un excès d'agonistes dépolarisants qui m'a la succinylcholine. Donc, avec du un double effet, la transmission de en excès. On passe maintenant à la pharmacologie fondamentale des curarisons. Donc, on commence par leur structure chimique. Les curarisons ont une structure chimique ressemblant à celle de l'acétylcholine. Donc, ils ont une configuration linéaire, identique, ou seulement l'existence de l'azote quaternaire rendant les produits faiblement liposolubles. Donc, les curarisons ont une structure chimique تشبه l'acétylcholine. Premièrement, les curarisons dépolarisants. Donc, la succinylcholine a une durée d'action relativement brève. قصيرة بزاف. Enfin, ماشي بزاف. Elle est relativement brève, genre قصيرة شوية. Entre 5 et 10 minutes. À cause d'une hydrolyse rapide par la pseudocholinestérase. Il y a la butyrylcholinestérase. Donc, une petite fraction de la dose administrée atteint la jonction neuromusculaire. هنا la succinylcholine عندها la durée تاعها قلنا شوية قصيرة. علاه؟ parce que يصرالها hydrolyse par une pseudocholinestérase. Donc, كي تصرالها hydrolyse عندنا une petite dose ou une fraction صغيرة اللي راح تلحق لي هذيك la jonction neuromusculaire. Pour le mécanisme d'action. Donc, هنا le mécanisme d'action, on va voir pour les curarisons non dépolarisants et pour les curarisons dépolarisants. Donc, les curarisons non dépolarisants. Donc, ce sont des antagonistes non dépolarisants. Qui m'a par exemple la tubocurarine, la pancuronium, la galamine et la vécuronium atracurium. Donc, il y a des molécules. Comment ils vont agir? Ils vont agir par un blocage neuromusculaire réversible. Alors, ils ont une action à faible dose au niveau du récepteur nicotinique par antagonisme compétitif avec l'acétylcholine. Donc, les à dose faible, comment ils vont agir? Ils ont une action sur les récepteurs nicotiniques. Ils vont agir. Comment? C'est-à-dire en rentrant en compétition avec l'acétylcholine. À dose élevée, les curarisons non dépolarisants entraînent une obstruction des canaux ioniques des récepteurs. En présence d'anticorps, ils seraient déplacés des récepteurs et pénétreraient dans les canaux ioniques et les obstruant empêcherait la poursuite de la dépolarisation. Alors, ce mécanisme non compétitif affaiblit la transmission neuromusculaire et diminue l'action des anticholinésterasiques dans l'antagonisme des curarisons non dépolarisants. Donc, on a à forte dose, les curarisons non dépolarisants une obstruction des canaux ioniques. T'as les récepteurs, donc qui la molécule agit, le canal هذاك ما يدخلش ويخرج les ions. Donc les récepteurs هنايا ils vont être déplacés et les canaux ioniques ou les molécules ils vont pénétrer dans les canaux ioniques ou ils bloquent. Ils vont empêcher la dépolarisation. Le mécanisme il est non compétitif, c'est-à-dire la molécule elle ne rentre pas en compétition avec l'acétylcholine, qui à faible dose. Qu'on a à faible dose, il rentre en compétition avec l'acétylcholine. Le mécanisme n'est pas compétitif. Donc, il va affaiblir la transmission neuromusculaire. Il va diminuer l'action des anticholinéstérasiques, donc l'antagonisme des curarisons non dépolarisants.
Pour les curarisants dépolarisants, le mécanisme d'action il est mixte, pré- et post-synaptique. Dans une première phase, la succinétonium par analogue structural avec l'acétylcholine. Donc لهنايا في المرحلة الأولى لهنا هذا السوكساميتونيوم c'est un analogue structural l'acétylcholine معناتها يشبه l'acétylcholine. Il va entraîner une paralysie par dépolarisation de la plaque motrice. Donc لهنا يدير une paralysie de la plaque motrice. Comment? C'est-à-dire en faisant une dépolarisation. En conjuguant des effets cholinomimétiques directs et par une libération massive d'acétylcholine, par une stimulation des récepteurs présynaptiques. Donc, il va entraîner une paralysie de la plaque motrice en la dépolarisant. Il va conjuguer des effets cholinomimétiques. Donc, il y a des effets cholinomimétiques directs où il y a une libération massive de l'acétylcholine c'est-à-dire la libération en stimulant les récepteurs présynaptiques. La transmission neuromusculaire est alors bloquée. Donc, oui, ça la transmission neuromusculaire est bloquée. Comment elle sera bloquée? Par une dépolarisation prolongée, genre la dépolarisation durant quelques minutes. Cette dépolarisation d'apparition précoce et de courte durée est dite bloc de phase 1, donc bloc de dépolarisation. En bas, dans une deuxième phase, qui suit la première, elle se caractérise par un bloc non dépolarisant, mais qui serait dû soit une désensibilisation des récepteurs postsynaptiques, soit au blocage des récepteurs cholinergiques présynaptiques de l'extrémité nerveuse. La deuxième phase, elle est dite bloc de phase 2. Donc, c'est le bloc de désensibilisation. Elle est entendre par là, donc c'est une désensibilisation de la membrane à l'action de l'acétylcholine. Maintenant, on va faire une comparaison entre les curarisants non dépolarisants, par exemple la tubocurarine, et les curarisants dépolarisants liés à la succinylcholine. Donc, il y a la tubocurarine liée à curarisant non dépolarisant. Donc, on a deux phases. Normal, une seule phase. Par contre, on a la succinylcholine, il y a curarisant, dépolarisant, on a deux phases. Pour la tubocurarine, son administration, elle est additive. Donc, l'administration du tubocurarine, elle est additive. Pour la succinylcholine, donc la phase 1, c'est un antagoniste. Et la phase 2, elle va être augmentée. Pour l'administration de la succinylcholine, donc c'est un antagoniste. La phase 1, c'est pour les curarisants dépolarisants, c'est un additif. Et la phase 2, il sera augmenté. Donc, l'effet de la néostigmine, donc, la tubocurarine, c'est un antagoniste. Pour les curarisants dépolarisants, pour la phase 1, il sera augmenté, ou c'est un antagoniste la phase 2. L'effet excitateur initial sur le muscle squelettique, donc il est nul. Par contre, pour les curarisants dépolarisants, il est fasciculation la première phase et il est nul la deuxième phase. Pour la facilitation post-tétanique, alors pour les curarisants non dépolarisants, oui. Par contre, pour les curarisants dépolarisants, donc la première phase, il n'y a pas une facilitation post-tétanique. Par contre, elle existe la deuxième phase. Pour le temps de récupération pour les curarisants non dépolarisants, c'est 30 à 60 minutes. Par contre, pour les curarisants dépolarisants, c'est entre 4 et 8 minutes pour la phase 1 et supérieur à 20 minutes pour la phase 2. On passe maintenant à la pharmacologie clinique des curarisants. Donc, le but de la curarisation, bon, on a trois objectifs. Alors, premièrement, c'est la myorelaxation pour permettre un acte opératoire.
Donc, il faut relâcher, pour relâcher les muscles. هنايا les actes opératoires au cours des chirurgies, tout en évitant une profondeur d'anesthésie pouvant déprimer le système circulatoire. Deuxième but, permettre d'intubation endotrachéale dans les bonnes conditions chez les patients à grand risque circulatoire, en maintenant une profondeur d'anesthésie générale très légère. Et le troisième but, les curarisants peuvent être aussi employés en soins intensifs dans le traitement du tétanos, dans un contexte de ventilation artificielle contrôlée, et pour diminuer les convulsions lors du traitement par les électrochocs. Donc, c'est le but de l'utilisation des curarisants. Maintenant, on va voir les effets des curarisants sur le muscle squelettique. Après, on va voir sur le système nerveux autonome et sur le système cardiovasculaire et d'autres effets, et sur la pression intraoculaire, sur la pression intragastrique, sur les douleurs musculaires et leur utilisation en tant qu'antidote. Donc, هنا قلنا نشوفوا les effets des curarisants. Donc, on va commencer par les effets des curarisants sur les muscles squelettiques. Alors, premièrement, les curarisants non dépolarisants. Pendant l'anesthésie, l'administration en intraveineuse d'une dose qui varie entre 0,12 à 0,40 mg par kilogramme de la tubocurarine cause une faiblesse musculaire. Donc les petits muscles et ceux qui sont capables de mouvements rapides, comme par exemple les muscles oculaires et les muscles maxillaires, sont paralysés avant les gros muscles du tronc ou des membres. Ensuite, c'est la paralysie du muscle du diaphragme qui nécessite une assistance respiratoire artificielle. Donc, هنا كي نادمينستريو هاد لا دوز تاع لا tubocurarine. Donc, واش يصرى دي بدانا مع الاول elle va causer une faiblesse musculaire. واش يصرى نبداو بلي petits muscles. Donc, عندنا les muscles oculaires ou les muscles maxillaires, هادوما ils vont être paralysés. هما اللي يبداو الاولانيين. Après عندنا la paralysie تاع le diaphragme. Donc là كي تصاولوا la paralysie تاع le diaphragme هنا لازم لنا une assistance respiratoire artificielle باش الانسان يقدر يرسبير. À l'arrêt de la tubocurarine, la récupération des fonctions musculaires se fait en sens inverse, avec le diaphragme regagnant sa fonction en premier. La dose de tubocurarine déjà citée permet un relâchement musculaire de 30 à 60 minutes. Maintenant, après, il y a le sens inverse, c'est-à-dire qui تبدا تنقص la dose qui يبدا يظهر l'élimination. Donc le muscle qui va récupérer sa fonction, c'est le muscle du diaphragme. Après, il dit les autres muscles les donne عليهم. Donc ça fait le sens inverse. Et هذيك la dose, c'est-à-dire si on administre 0,12 entre 0,12 et 0,40 mg par kilogramme de tubocurarine, donc la dose, elle permet un relâchement musculaire entre 30 et 60 minutes. La pencuronium et la vécuronium sont environ 6 fois plus puissants que la tubocurarine. L'atracurium, est légèrement plus puissant que la tubocurarine. Donc, l'atracurium, il est un peu plus puissant que la tubocurarine. Ou, les deux molécules, ils sont 6 fois plus puissants que la tubocurarine. Maintenant, on passe aux effets des curarisants dépolarisants sur le muscle squelettique. L'administration intraveineuse de 0,5 à 1 mg par kilogramme de succinylcholine entraîne des fasciculations transitoires au niveau du thorax et de l'abdomen
qui sont atténués par l'anesthésie générale. Donc, la dose, lorsqu'on administre une dose de 0,5 à 1 mg par kilogramme de la succinylcholine, حديري une fasciculation transitoire au niveau du thorax et de l'abdomen. وهذا l'effet هذايا رايح يزيد par l'anesthésie générale. Il va être atténué. La paralysée touche les membres, la nuque, les jambes et épargne les muscles de la face et du pharynx. Donc, la paralysée, elle touche la majorité des membres. Donc, on a les membres, la nuque, les jambes, les muscles de la face et du pharynx. Un relâchement du muscle diaphragmatique a lieu. Donc, le muscle, le diaphragme, ça loue un relâchement. Le début d'action de blocage neuromusculaire est rapide. Donc, dans quelques minutes qui suivent son administration, il ben l'effet, il ben le blocage neuromusculaire. Mais la durée, elle est courte. Donc, entre 5 et 10 minutes. Maintenant, je vous les effets des curarisons sur le système nerveux autonome. Donc, il y a le succinylcholine. Alors, il a un effet sur les ganglions autonomes. Il stimule les ganglions autonomes. Il stimule aussi les récepteurs cardiaques muscariniques. Et il a un léger effet sur la libération de l'histamine. La tubocurarine, elle bloque l'effet sur les ganglions autonomes. Elle n'a pas d'effet sur les récepteurs cardiaques muscariniques et elle a un effet modéré sur la libération d'histamine. Pour la galamine, la pencuranium et la vecuronium et l'atracurium, donc les ils n'ont pas d'effet sur les ganglions autonomes. Le galamine, le pencuronium, il bloque puissamment l'effet sur les récepteurs cardiaques muscariniques. Donc, ils vont bloquer les récepteurs. Ils vont les bloquer puissamment. Et ils n'ont pas d'effet sur la libération de l'histamine. Pour le vecuronium et le atracurium, ils n'ont pas d'effet sur les récepteurs cardiaques muscariniques. Le vecuronium n'a pas d'effet sur la libération d'histamine. Par contre, l'atracurium, il a un léger effet sur la libération de l'histamine. Pour les effets cardiovasculaires, donc le vecuronium a peu d'effets vasculaires, donc ما عندوش بزاف des effets vasculaires. La tubocurarine produit une hypotension qui résulte d'une libération d'histamine et à dose élevée un effet ganglioplégique. La prémédication avec un antihistaminique diminue l'hypotension induite par la tubocurarine. La succinylcholine entraîne parfois des arythmies cardiaques car elle stimule les récepteurs cholinergiques nicotiniques sympathiques et parasympathiques. Ainsi, les récepteurs, c'est-à-dire elle va stimuler aussi les récepteurs muscariniques du nœud sinusal cardiaque, où l'administration d'atropine atténue les effets cardiaques. Donc, concernant les effets sur le système cardiovasculaire. Elle a d'autres effets. Par exemple, ils font des hyperkaliémies. Parfois, élévation de la kaliémie menaçant la fonction cardiaque. Donc, on a le risque d'un arrêt cardiaque. Plutôt un arrêt cardiaque. Les malades brûlés ou les traumatismes, les péritonites et les insuffisants rénaux sont particulièrement sensibles. Donc, l'hénéa sensible à ce type de produit. Le mécanisme de l'hénéa, il n'est pas vraiment connu. C'est inconnu, le mécanisme. Ils ont aussi un effet sur la pression intraoculaire. Donc, ils font une augmentation de la pression intraoculaire. Donc, la succinylcholine, cependant, elle ne contre-indique pas cette dernière dans les interventions ophtalmologiques en général, à l'exception de l'ouverture de la chambre antérieure de l'œil. Donc,
la succinylcholine, elle n'est pas contre-indiquée sur les interventions ophtalmologiques, sauf dans le cas des interventions de la chambre antérieure de l'œil. Ils ont une action sur la pression intragastrique, donc ils provoquent une augmentation de la pression intragastrique. La succinylcholine augmente la pression gastrique dans un intervalle qui varie entre 5 à 40 cm d'eau. Ce phénomène entraîne des vomissements et risque d'aspiration du contenu gastrique avec passage dans les voies aériennes. Ils ont aussi des effets sur les douleurs musculaires. Donc la fréquence, elle est de 0,2 à 8,9% lors de l'emploi de succinylcholine. La douleur est liée aux contractions non synchrones. Donc, il y a des fasciculations qui précèdent la paralysie musculaire. Donc, elle est concernant les douleurs musculaires. Donc, il y a les antagonistes des curarisants non dépolarisants. Donc, les anticholinésterasiques, la neostigmine et la pyridostigmine antagonisent les curarisants non dépolarisants. Comment ils vont comment, c'est-à-dire par quel mécanisme, comment ils vont les antagoniser en augmentant la disponibilité d'acétylcholine au niveau de la plaque motrice. Donc, les anticholinésterasiques, la neostigmine et la pyridostigmine, ont des antidotes, des curarisants non dépolarisants. Et comment le mécanisme, c'est-à-dire ils vont faire une augmentation de la disponibilité d'acétylcholine au niveau de la plaque motrice. L'hydrophonium, c'est un antagoniste. Comment il réagit? Par le blocage neuromusculaire en inhibant l'acétylcholine estérase. Donc là, il va inhiber l'enzyme. On va voir maintenant les myorelaxants non curarisants. Donc on commence par les antispastiques. Donc on va voir les propriétés pharmacologiques de ces antispastiques. Ils sont utilisés pour diminuer les contractions musculaires pathologiques qui peuvent avoir deux origines. Donc, on a des contractions réflexes à point de départ douloureux, que ce soit des lombosciatalgies, des atteintes ostéo-articulaires et en général des affections menant à des contractions musculaires. On a la deuxième origine, c'est l'hypertonie spastique. Donc, tumeur, problème vasculaire ou bien transformation progressive du tissu nerveux en un tissu inerte. Donc, les antispastiques, ils vont diminuer les contractions musculaires pathologiques. Les contractions musculaires pathologiques, soit l'hypertonie spastique ou les contractions réflexes à point de départ douloureux. Donc, les contractions musculaires pathologiques, les deux origines, nous les antispastiques pour diminuer les contractions. Maintenant, on passe au diazépam. Le diazépam. Le diazépam, c'est une benzodiazépine. Il facilite l'action de l'acide gamma-aminobutyrique, le GABA, au niveau du système nerveux central. C'est un antispastique par un effet sur les GABA synaptiques, mais aussi par une action sur la moelle épinière. Donc, le diazépam, c'est une benzodiazépine. Il s'agit l'action de GABA في السيستم nerveux central. هذا الديازيبام عنده effet هذا الديازيبام il est considéré comme antispastique parce qu'il a un effet sur le GABA synaptique ou un effet sur la moelle épinière. Il est utilisé en cas de spasticité de toute origine. Donc, quelle que soit l'origine de la spasticité, on peut utiliser le diazépam, incluant l'origine traumatique. Même qui a un traumatisme, l'idée est une spasticité, je peux utiliser le diazépam. Cependant, les doses myorelaxantes sont plus élevées que les doses anxiolytiques, entraînant une sédation marquée, gênante en cas de traitement ambulatoire.
Donc, l'hénéa, lorsqu'on utilise le diazépam comme milieu relaxant, les doses هيكونوا كثر. Parce que le diazépam, il est utilisé comme anxiolytique. Donc, qui compare les deux, lorsqu'il est utilisé en tant que milieu relaxant, la dose تكون كبيرة par rapport à la dose l'inadministrée lorsqu'on l'utilise comme anxiolytique. وش يدير vraiment une sédation. Le GABA est connu avant tout pour être inhibiteur. Donc le GABA, c'est un inhibiteur, c'est connu, نعرفوها. Quand il vient sur l'un des deux types de récepteurs qui lui sont spécifiques à la surface des neurones, cela se traduit par un renforcement du potentiel électrique négatif de l'intérieur des neurones et donc une inhibition. Ceci réduit la probabilité que ces cellules s'excitent et transforment l'information sous forme de potentiel d'action. Donc, le diazépam est utilisé dans l'anxiété, dans les crises d'angoisse, dans les convulsions défibrées chez l'enfant, dans les delirium tremens, dans les états de mal épileptique. On peut l'utiliser aussi en induction d'anesthésie générale, en prémédication d'endoscopie, en cas de sévrage alcoolique et en cas de tétanos. Les effets indésirables du diazépam, ils sont en rapport avec la dose ingérée et la sensibilité individuelle du patient. Donc, ça dépend la dose le patient et aussi la sensibilité du patient. Donc, ça peut différencier d'une personne à une autre. On a des effets indésirables neuropsychiatriques. Il peut causer aussi des effets indésirables cutanés, des effets indésirables généraux et des effets indésirables oculaires. Donc, on va voir les effets indésirables neuropsychiatriques. On a troubles de mémoire. Donc, le risque augmente proportionnellement à la dose. Donc, quand on la dose, le risque de troubles de mémoire يزيد. On a troubles du comportement, modification de la conscience, une irritabilité, agressivité, une agitation. Peut provoquer aussi une dépendance physique et psychique. La sensation d'ivresse, des maux de tête, des difficultés à coordonner certains mouvements. Il peut provoquer des confusions, des baisses de la vigilance, voire somnolence, particulièrement chez le sujet âgé. Une insomnie, des cauchemars et des tensions. Il peut provoquer une modification de la libido. Donc, quand même, ce sont des troubles, des effets indésirables, c'est-à-dire sur le système neuropsychiatrique. Il a aussi des effets indésirables cutanés. Donc, il peut causer des éruptions cutanées avec ou sans prurit. Il peut provoquer des effets indésirables généraux tels qu'une faiblesse musculaire ou bien une fatigue. Il peut provoquer des effets indésirables oculaires. Donc, la vision double. La personne peut étudier en double. Très rare cas d'augmentation des enzymes du foie, ainsi des ictères. Donc, des ictères, les enzymes au niveau du foie, mais c'est vraiment rare. On passe maintenant au baclofène. Donc, le baclofène, c'est quoi? C'est un GABA mimétique. Il agit comme un GABA agoniste au niveau des récepteurs GABA du type B, qui conduit à une diminution de l'entrée du calcium dans la terminaison présynaptique des fibres afférentes, pouvant aussi inhiber la libération des neurotransmetteurs au niveau cérébral et médulaire. Il possède en plus un effet analgésique dans les états de spasticité grâce à l'inhibition de la libération de la substance P au niveau de la moelle épinière. Donc, je répète. Donc, le baclofène, c'est un GABA mimétique. Comment il va agir? C'est un agoniste, c'est un GABA agoniste. Donc, il y aura les récepteurs GABA du type B. Donc, qui lorsqu'il va stimuler les récepteurs GABA, il y a une diminution de l'entrée du calcium la terminaison présynaptique.
تاع les fibres afférentes. Qui تصرالنا diminution تاع l'entrée du calcium, elle va inhiber la libération des neurotransmetteurs au niveau cérébral et médulaire. هذا le mécanisme تاعو. Donc le baclofen il a aussi des effets analgésiques, donc antidouleurs. كيفاش تبان هذا l'effet analgésique en inhibant la libération de la substance P au niveau de la moelle épinière. Donc il va inhiber la substance P, pain. L'utilisation thérapeutique du baclofen, donc on a prise en charge des spasticités, on a prise en charge de l'alcoolisme après échec avec les autres traitements disponibles. Donc c'est l'utilisation de le baclofen. On a les effets indésirables du baclofen. Ils sont en général observés en début du traitement. Donc dès que la personne commence le traitement, il y a apparition des effets indésirables. Ils disparaissent lorsque le dosage est stabilisé depuis plusieurs jours. Donc, qui le traitement, il les effets indésirables. Après, une fois on va stabiliser la dose et la personne classe elle tuelle la molécule, les effets indésirables. Donc, les effets indésirables fréquents, on a la sédation, la somnolence, une faiblesse, une douleur musculaire et des nausées. Parfois, une sécheresse de la bouche, une baisse de la tension artérielle, des vertiges, problèmes respiratoires, diarrhée, maux de tête, insomnie, confusion mentale, spasmophilie. Donc, il y a des effets indésirables, c'est-à-dire que la personne peut avoir, mais c'est pas fréquent, c'est parfois, plus ou moins. Et rarement, donc c'est rarement d'avoir ces effets indésirables, les sentiments de bien-être ou au contraire état dépressif, manque d'équilibre, tremblement, troubles de la vue, bien des hallucinations et cauchemars. Donc il y a des effets indésirables qui sont rares. Concernant le baclofen, le dantrolène. Le dantrolène, il agit directement sur le muscle squelettique. Il agit au niveau du muscle strié par une action sur le couple excitation-contraction de la fibre musculaire. Donc, il interfère avec la libération du calcium, qui est liant activateur de l'interaction actine-myosine. Donc, le dantrolène, il agit directement sur le muscle squelettique, qui fait, il va agir sur le couple excitation-contraction de la fibre musculaire. L'utilisation du dantrolène, donc en cas de spasticité musculaire, par exemple la sclérose en plaques, dans le cas du syndrome sérotoninergique, donc par exemple dans le cas d'une rigidité musculaire, de la myoclonie et dans le cas des agitations. Il s'est avéré être le seul traitement curatif de l'hyperthermie maligne et il est également utilisé dans le syndrome malin des neuroleptiques. Pour les effets indésirables du dantrolène, donc on a des effets sur le cerveau et des effets sur le système digestif. Donc ces effets indésirables sur le cerveau, on a des effets fréquents qui m'a par exemple troubles du langage et troubles visuels, dépression, convulsions, hallucinations, des céphalées, des insomnies, abaissement du seuil épileptogène, agitation ou inversement sédation empêchant la conduite. Donc tellement la personne de l'autre, on va empêcher la conduite, c'est interdit de conduire. Dans certains cas, donc dans les قلتهم, ils sont des effets indésirables fréquents. Certains cas, on aura des dépressions respiratoires. Le dantrolène, il a des effets indésirables sur le système digestif. Donc, il a une anorexie, des nausées, des vomissements, crampes abdominales, des diarrhées, une cytolyse hépatique ou bien cholestase asymptomatique ou hépatite pouvant être sévère. Donc, concernant les effets indésirables de la molécule. Pour l'utilisation en clinique, donc les myorelaxants non curarisants
sont indiqués dans les contractures à point de départ douloureux lors d'affectation ostéo-articulaire, donc syndrome vertébral, torticolis, ainsi de suite. Ils sont généralement considérés comme inefficaces dans les contractures d'origine pyramidale. Donc, en résumé, les myorelaxants non curarisants, نمدوهم كي تكون عندي contractures à point de départ douloureux. Par contre, يكونوا عندنا des contractures d'origine pyramidale, donc لهنايا on va pas les indiquer. Donc, c'est pas une indication. Donc, concernant le cours, pardon, des myorelaxants.